Ma belle-mère m'a expulsée de la veillée funèbre de mon propre mari, alors que je me tenais encore debout, à côté de son cercueil. Je m'appelle Isabelle Fontaine Marchetti. J'ai 40 ans. Je suis architecte. Et pendant 11 ans, j'ai été mariée à Renaud Berger, un homme que j'ai aimé avec la constance tranquille de celle qui n'a pas besoin d'annoncer ce qu'elle ressent parce qu'elle vit dedans tous les jours. Renaud est mort d'un infarctus foudroyant un samedi matin alors qu'il jouait au tennis. Il avait 44 ans. J'ai répondu au téléphone quand Pierre a appelé. J'ai entendu la voix qui ne savait pas encore comment dire ce qu'il fallait dire. Et j'étais présente à cette veillée, debout, entière, avec encore la chaleur du bois du cercueil sur la paume de ma main, quand Geneviève Berger, ma belle-mère, s'est penchée à mon oreille et a dit, à voix basse, mais pas assez, que la veillée de mon mari était un moment en famille et qu'elle préférerait que je laisse de la place. C'était ça le moment. Pas le coup de fil de pierre, pas l'acte de décès, pas le cercueil fermé. C'était cette phrase, dite par cette femme, dans ce salon où chaque personne présente regardait sans pouvoir s'empêcher de regarder. C'est là que quelque chose, que je ne savais pas encore comment nommer, est descendu le long de ma colonne vertébrale et a installé en moi un froid qui n'était pas celui de juillet. Geneviève Berger n'est pas entrée dans ma vie par un acte d'hostilité. Elle y est entrée avec un sourire. Ce détail est important et il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Parce que l'hostilité déclarée, on peut la nommer sans défendre, la contrer. Le sourire, on l'archive, on le porte et on continue parce que le mariage est plus grand que ce moment-là et l'homme qu'on aime est présent. Il est réel et il suffit pour qu'on décide une fois de plus qu'on peut encaisser encore un peu. J'ai encaissé pendant 11 ans, pas de manière passive. Il faut que ce soit clair. Je n'étais pas la belle-fille qui restait sagement dans son coin. J'étais une architecte avec mon propre cabinet, des opinions bien arrêtées et une posture que les gens appelaient souvent sûre d'elle, parce qu'ils n'en connaissaient pas le prix. Mais il y avait une grammaire spécifique dans la relation avec Geneviève que j'ai apprise au fil des années avec la précision involontaire de quelqu'un qui apprend une langue par immersion totale, sans avoir choisi de l'apprendre. Chaque déjeuner du mercredi, qui arrivait comme une invitation mais fonctionnait comme un agenda. Renaud y allant parce qu'il était fils unique élevé par une mère célibataire et que cette dette était intériorisée en lui comme une part de sa structure, pas comme un choix. Chaque appel matinal auquel il répondait encore, au lit, à voix basse, avec cette expression de quelqu'un qui essaie d'être deux choses en même temps. Chaque commentaire de Geneviève sur l'appartement dont j'avais dessiné chaque détail, fait avec la délicatesse spécifique de celle qui sait que le commentaire va atterrir avant que la défense n'arrive. Cette couleur ici dans le couloir est un peu lourde, n'est-ce pas, Isabelle? Comment arrives-tu à travailler sous cette lumière? Intéressant ce que tu as fait ici. Intéressant. 11 ans. D'intéressant. Je disais merci. Je montrais autre chose. Je changeais de sujet avec le naturel d'une architecte qui sait que l'attention est une ressource et que la diriger est une décision de conception. Renaud me regardait parfois après son départ, un regard qui contenait des excuses sans les mots, parce que les mots impliqueraient de reconnaître ce qui s'était passé, et reconnaître, c'était ouvrir une conversation qu'il préférait laisser fermer. J'accueillais son regard, je ne mettais pas la pression, c'était aussi une décision. Dominique apparaissait moins, fille d'une relation ultérieure, 42 ans, qui avait grandi dans l'ombre de Renaud dans le récit de sa mère et qui avait construit avec Geneviève une alliance fonctionnant comme monnaie d'appartenance. Tu m'inclus, je te soutiens, et dans les deux cas, personne n'a besoin de nommer l'accord parce qu'il existe bien avant les mots. Dominique n'était pas une mauvaise personne. C'était une femme qui avait appris très tôt que l'affection dans cette famille était rare et que la loyauté était le moyen le plus sûr de s'en garantir une part. Je comprenais ça. Je ne la blâmais pas, mais je ne la laissais pas s'approcher de ce qui importait. Le mariage, au milieu de tout ça, était réel. Renaud était présent, non pas de la manière expansive de celui qui le montre par de grands gestes, mais de la manière constante de celui qui est là, jour après jour, avec toute son attention. Nous nous étions construites dans cet appartement comme deux personnes qui avaient compris tôt
que l'espace partagé est un projet continu, pas un point d'arrivée. Il y avait de l'amour là. Il y avait de la discussion. Il y avait les samedis matins qui étaient à nous, le café, le journal, le silence confortable de ceux qui n'ont pas besoin de tout remplir par du bruit. C'est un samedi matin qu'il est mort. À 10h17, Pierre a appelé. Sa voix ne savait pas encore comment dire ce qu'il fallait dire. J'ai su avant qu'il ne le dise. Il y a une seconde avant les mots où le corps a déjà compris. Je suis restée figée dans la cuisine, ma tasse à la main, et j'ai su. Et malgré tout, je suis allée à la veillée, avec la prestance de celle qui sait que la douleur est réelle, mais que l'espace public exige une couche, non pas de fausseté, mais de retenue. J'y suis allée parce que c'était mon mari, parce que j'avais dormi à ses côtés pendant 11 ans, parce que le bois du cercueil était encore chaud quand j'y ai posé la main. Et c'est là, dans ce salon où tout le monde était présent, que Geneviève s'est approchée de mon oreille. Ce ne fut pas à voix basse. C'était cette voix spécifique de celle qui veut que ses mots soient entendus par ceux qui sont proches, mais qui pourra dire plus tard que c'était une conversation privée. Elle a dit que la veillée était un moment en famille, qu'elle préférerait que je laisse de la place. J'ai entendu chaque syllabe. J'ai senti chaque personne autour qui l'a entendu aussi. J'ai vu le moment où Renaud Pierre, l'ami qui avait appelé à 10h17, a fermé les yeux une seconde avec l'expression de quelqu'un qui n'en croit pas ses yeux. Je n'ai pas répondu. Je suis allée jusqu'au cercueil. J'ai posé ma main sur le bois. Je suis restée, puis je suis sortie avec la posture droite de celle qui n'a pas été expulsée, mais qui est retournée à elle-même. Dehors, dans le froid de 4 degrés du quartier Agua Verde, ma mère Hélène a ouvert les bras sans rien demander. J'y suis entrée, et quelques minutes plus tard, le docteur Étienne Moreau a passé cette même porte avec l'expression de quelqu'un qui porte une information et compte les jours avant de pouvoir la livrer. Il a juste dit « Jeudi à 10h dans mon bureau. Lecture du testament. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. » Pas comme une invitation, comme une encre. Les 2 jours suivants, je suis restée dans l'appartement avec ma mère. Geneviève a appelé 4 fois. La 4e, elle a laissé un message. Une voix ferme, sans regret, disant que la lecture du testament allait être plus simple que je ne l'imaginais, et qu'il valait mieux que nous parvenions à un accord avant. Je l'ai écoutée une fois. Je l'ai fait écouter à Hélène. Elle a écouté. Elle a juste dit « je dis ». Ma mère est une professeure de piano à la retraite et elle a la prestance de celle qui a passé des décennies à apprendre aux gens à trouver le bon rythme dans le silence. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Ce que Geneviève ne savait pas, ce que moi-même je ne savais pas encore totalement, c'était ce que Renaud avait fait 3 ans plus tôt, un mardi après-midi, sans me le dire, dans un cabinet d'avocat à Bigorrilieu, pendant qu'il pleuvait dehors, avec la certitude tranquille de celui qui connaît sa propre mère mieux qu'il ne le voudrait, et qui construit la défense avant même que l'attaque n'arrive. Je ne le savais pas encore pendant ces 2 jours, mais il y avait quelque chose, un poids différent dans ce qu'avait dit le docteur Étienne, un registre dans sa voix quand il a dit « ne manquez pas ça », qui me faisait pressentir que ce jeudi n'allait être simple pour personne. Que Renaud, même absent, était encore présent, d'une manière que je ne pouvais pas encore nommer. Et c'est ici que j'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne, parce que ce qui s'est passé ce jeudi de juillet dans le bureau du docteur Étienne Moreau a tout changé. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Le 4e message de Geneviève est arrivé à 23h42 le mercredi. J'étais réveillée, pas parce que je n'arrivais pas à dormir, techniquement je le pouvais, mais parce qu'il y avait dans le poids de cet appartement, cette nuit-là, quelque chose qui faisait du fait de se coucher un geste que je n'étais pas encore prête à accomplir. Ma mère était allée dormir plus tôt. J'étais dans le salon. Le message est resté visible une seconde à l'écran avant que je ne décide de l'écouter. La voix de Geneviève n'a vacillé à aucun moment. C'était la voix de quelqu'un qui avait assez répété pour que la fermeté paraisse naturelle. Mais je connaissais cette fermeté depuis 11 ans et je savais distinguer celle qui naît de la conviction de celle qui naît du contrôle. C'était la seconde. Elle a dit que la lecture du testament allait être plus simple que je ne l'imaginais.
Elle a dit que Renaud avait été un homme tourné vers sa famille et qu'elle savait ce qu'il aurait voulu. Elle a dit qu'il valait mieux que nous parvenions à un accord avant jeudi. J'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai posé le téléphone sur la table basse et je suis restée là, avec ce message en moi comme si c'était une chose physique qui avait besoin d'un endroit où se poser. Il y avait une partie de moi, une grande partie, je dois être honnête, qui voulait la rappeler, pas pour accepter son accord, mais pour dire ce que je n'avais pas réussi à dire dans la salle de la veillée funèbre, quand les mots étaient restés coincés derrière cette retenue que j'avais construite pendant 11 ans parce qu'elle était nécessaire et qui, cette nuit-là, me paraissait être une prison bien trop petite pour la taille de ce que je ressentais. Mais je n'ai pas appelé, parce qu'il m'est revenu en mémoire un mardi après-midi d'il y a 3 ans. Renaud était rentré à la maison plus silencieux que d'habitude. Pas le silence de celui qui est triste, le silence de celui qui a fait quelque chose, qui a coûté une décision, qui a franchi un seuil et qui est arrivé de l'autre côté avec le silence de celui qui essaie encore de comprendre où il a atterri. Je lui avais demandé si tout allait bien. Il m'avait dit que oui. J'avais préparé le dîner. Nous avions mangé sans musique, et à la fin de la soirée, il avait posé sa main sur la mienne, sans me regarder, et était resté ainsi un moment. Je n'avais pas insisté. C'était notre grammaire. Assise dans ce salon à presque minuit, regardant ce téléphone qui n'allait pas sonner, j'ai compris que ce mardi après-midi avait été une promesse, qu'il avait fait quelque chose sans me le dire, non par manque d'intimité, mais par excès de connaissance. Sur sa mère, sur ce qui allait arriver, sur ce dont j'allais avoir besoin, avant même que je sache que j'en avais besoin. J'ai pris le téléphone. J'ai ouvert la conversation avec Geneviève. J'ai fixé la zone de texte un instant. Je l'ai fermée. Puis je suis allée dans la chambre. Je me suis allongée. J'ai regardé le plafond, que j'avais choisi d'un blanc chaud, parce que je voulais que la première lumière du matin soit douce. Et là, pour la première fois depuis ce samedi où Pierre avait appelé, j'ai laissé mon corps peser contre le matelas, avec la conscience que j'avais pris une décision. Je n'allais pas appeler Geneviève. Je n'allais pas négocier avant jeudi. Je n'allais pas répondre aux messages. Je n'allais pas apparaître plus tôt. Je n'allais pas céder 1 millimètre de terrain avant d'entendre ce que Renaud avait laissé derrière lui. J'allais m'y présenter, à 10 heures pile, et j'allais attendre. Le silence de cet appartement, après cette décision, avait une qualité différente de tous les silences des 2 jours précédents. Ce n'était pas le silence de la perte. C'était un autre type de silence, plus profond, plus ancien. Le genre de silence qu'on reconnaît quand on arrête enfin d'essayer de remplir ce qui ne peut l'être et qu'on laisse l'espace être ce qu'il est. J'ai fermé les yeux. Juillet était dehors. Le froid aussi. Mais à l'intérieur, tout était calme. Je me suis réveillée le jeudi sans réveil, à 8h23, avec la lumière de juillet entrant par la fenêtre que j'avais choisi d'orienter vers l'est, parce que je voulais que le matin arrive avant le froid. Je suis restée allongée un moment sans bouger, pas par difficulté à me lever, mais au contraire, par l'étrangeté d'un corps qui avait vraiment dormi pour la première fois en 4 nuits et qui traitait ce fait avec la lenteur prudente de celui qui ne fait pas confiance à son propre soulagement. Mais le soulagement était réel, physique, concret comme la pression de mon dos contre le matelas. Il y avait une différence spécifique entre ce jour-là et les 3 précédents. Les 3 précédents, le poids était diffus, éparpillé dans tout le corps sans adresse précise, le genre de tension qu'on ne peut pas localiser parce que ce n'est pas une douleur, c'est un état. Ce matin-là, le poids avait une forme. Il avait une heure précise, 10 heures pile, une rue à Bigorillo, une table en chêne, le docteur Étienne Moreau. Un poids avec une adresse précise et plus léger à porter. Non pas parce qu'il a diminué, mais parce qu'on sait vers où on le porte. Je me suis levée. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir avec l'objectivité d'une architecte qui évalue un projet avant de le présenter, sans chercher les problèmes, juste en cartographiant ce qui est là. Des yeux fatigués mais stables, une posture intacte. J'ai continué. Ma mère était déjà dans la cuisine quand je suis arrivée. Hélène a l'habitude de se lever
tôt avec la discrétion spécifique de celle qui a passé des décennies à ajuster son propre rythme pour ne pas interférer avec celui des autres. L'habitude de la professeure, de la mère, de la femme qui a appris à être discrète avec sa propre présence. Parce que parfois, la présence discrète est le plus beau cadeau qui soit. Il y avait du café, il y avait du pain, il y avait son silence qui n'était pas vide, qui était une compagnie. J'ai dit bonjour. Elle a dit bonjour. Nous nous sommes assises. Nous n'avons pas parlé de ce qui allait se passer à 10 heures. Non pas parce que c'était interdit, mais parce que ce n'était pas nécessaire. Il y avait là une clarté qui n'avait pas besoin de mots pour tenir debout. J'ai bu le café, j'ai mangé le pain, j'ai lavé la tasse. Je suis allée me préparer avec la prestance de celle qui se rend à une importante réunion de travail. Pas par froideur, mais parce que c'était exactement ce que je faisais. Me présenter au bon endroit, à la bonne heure, avec les documents demandés, avec le nom qui avait été appelé. J'ai mis la robe grise, j'ai pris l'acte de mariage qui était dans la pochette transparente dans le tiroir du bureau. J'ai mis les petites boucles d'oreilles en or que je portais quand je voulais paraître présente sans paraître formelle. C'était le masque le plus honnête que je connaissais. Pas un déguisement, mais un choix conscient de la façon d'apparaître. Hélène m'a regardée quand je suis sortie de la chambre. Elle n'a rien dit, mais il y avait dans son regard une chose que je reconnais depuis que j'ai 8 ans, la fierté spécifique d'une mère qui regarde sa fille bouger avec la précision de celle qui sait ce qu'elle fait, même si, de l'extérieur, on dirait qu'elle se prépare juste à sortir. J'ai pris mon sac, j'ai pris le dossier. Je lui ai dit que j'allais prendre la voiture. Elle a dit « On se retrouve là-bas ». Je suis sortie. Le téléphone affichait 2 notifications quand je suis montée dans la voiture. Une du docteur Étienne, confirmation de présence et adresse, routine de cabinet. Et une de Geneviève, un SMS envoyé à 8h41. J'ai regardé le nom, je ne l'ai pas ouvert, j'ai démarré le moteur. Il y avait une grammaire spécifique dans ce geste, ne pas l'ouvrir, que j'avais apprise au cours de mes 11 années dans un mariage où le silence stratégique était parfois le seul instrument disponible pour ne pas laisser de traces. Ne pas répondre n'était pas de la lâcheté, c'était de la précision. C'était savoir que chaque mot donné avant 10 heures du matin allait me coûter quelque chose que je n'étais pas disposée à dépenser avant d'entendre ce que Renaud avait laissé écrit. Mais le message est resté là, visible en arrière-plan de l'écran, même sans être ouvert. Et c'est à ce moment-là, arrêté au feu rouge, à l'angle, avec la pluie fine du mois de juillet de Curitiba, commençant à peser sur le pare-brise, que le moment le plus difficile de la matinée est arrivé sans prévenir. Ce n'est pas Geneviève qui l'a amené, c'est un souvenir. Ce mardi après-midi d'il y a 3 ans. Renaud rentrant plus silencieux. Moi préparant le dîner sans trop poser de questions. Sa main sur la mienne à la fin de la soirée. Sans regarder, juste la pression de ses doigts pendant un temps que je n'ai pas mesuré, mais qui était exactement suffisant. Il avait fait quelque chose cet après-midi-là. Je ne savais pas quoi, mais il y avait quelque chose dans la façon dont le docteur Étienne avait dit « Ne manquez pas ça ». Pas comme une politesse, mais comme une encre qui me faisait comprendre, avec une clarté que l'estomac enregistre avant la pensée, que ce mardi après-midi avait été une promesse, que Renaud avait construit quelque chose avant de partir, que cette main sur la mienne avait été la façon qu'il avait trouvé de dire ce qu'il ne savait pas dire avec des mots, et que j'avais reçu sans comprendre, et gardé sans savoir que je la gardais. Le feu est passé au vert. J'ai continué à conduire. Le message de Geneviève est resté non ouvert jusqu'à 10 heures du matin. Il a continué d'être non ouvert pendant toute la lecture du testament. Il reste non ouvert jusqu'à aujourd'hui, archivé dans un dossier du téléphone que je n'efface pas et que je ne lis pas parce que ce n'est plus nécessaire, parce que ce qu'il contenait, quel qu'il soit, est de toute façon arrivé trop tard pour changer quoi que ce soit à ce que Renaud avait mis en place 3 ans plus tôt, avec la fermeté de quelqu'un qui savait très bien ce qu'il protégeait et de qui il le protégeait. Je suis arrivée à Bigorillo à 9h56. Je me suis garée. Je suis restée dans la voiture pendant 1 minute à regarder la pluie sur le pare-brise. Puis j'ai pris le dossier. Je suis sortie. Je suis entrée. 10 jours après la lecture du testament, je suis retournée travailler. Pas parce que j'étais prête,
Ce mot « prête » avait perdu son sens à un moment donné entre la veillée funèbre et ce jeudi de juillet, et je ne savais toujours pas si j'allais le retrouver. J'y suis retournée parce que le projet du cabinet d'avocats à Batel avait une date limite renégociée au 31 et parce que le type de travail que je fais n'attend pas la géométrie du deuil. Les clients ont des chantiers, les chantiers ont des calendriers et les calendriers ne contiennent pas de clause pour l'hiver personnel de qui que ce soit. Alors j'y suis retournée, j'ai mis mon manteau gris, j'ai pris le dossier avec les fichiers du projet. J'ai conduit jusqu'à Batel avec l'objectivité de celle qui exécute une liste. La réunion était à 14 heures. Salle de réunion au 12e étage. Table ovale, 5 personnes du côté du client, plus mon associée Renata, qui avait tout tenu pendant ces 10 jours avec la compétence silencieuse de celle qui sait qu'il y a un moment où le meilleur soutien est simplement de ne pas laisser le bateau couler pendant que l'autre personne ne peut pas ramer. J'ai présenté le projet d'une voix stable. J'ai pointé les panneaux au mur avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque décision du projet sur le bout des doigts. Parce que je les connaissais, j'avais tout fait, j'avais pris chaque décision avec la conscience que j'apporte toujours à mon travail. Et le travail, au moins, était intact, il m'appartenait, et il n'était passé par aucune veillée funèbre, ni par aucune table en chaîne avec des dossiers reliés. J'ai parlé des flux de circulation, de l'acoustique des salles de réunion, du couloir qui était 3 centimètres plus étroit que prévu et comment nous avions résolu cela avec l'éclairage. Le client a posé des questions. J'ai répondu. Renata me regardait de temps en temps avec la discrétion de celle qui surveille, sans montrer qu'elle surveille. Et puis mon téléphone a vibré sur la table. Je l'avais laissé sur la table parce que c'était le protocole de le laisser sur la table. Présence, attention, respect du client. J'avais désactivé le son, mais l'écran est devenu visible pendant 1 seconde avant de s'assombrir. Et j'ai vu le nom avant de pouvoir l'ignorer. Vera Berger, la cousine de Renaud, 61 ans, habitant à Londrina, que j'avais vue peut-être 4 fois en 11 ans de mariage, mais qui avait d'une manière ou d'une autre trouvé mon numéro de téléphone et avait choisi cette seconde précise pour l'utiliser. Le message était fermé, mais le nom était là. J'ai continué à présenter le projet. J'ai parlé du choix du revêtement. J'ai parlé du délai d'exécution. J'ai calculé les coûts que le client avait demandés comme révision et je l'ai présenté avec le calme de celle qui ne sent pas son estomac faire cette chose spécifique qu'il fait quand une nouvelle variable entre dans un calcul que vous aviez déjà bouclé. Vera Berger était entrée dans le calcul. Geneviève était arrivée avant le délai que j'avais prévu. Je ne savais pas ce que disait le message, mais je savais ce qu'il signifiait, parce que la cousine de Londrina, qui n'appelle pas pendant 4 ans, n'appelle pas par hasard 10 jours après la lecture d'un testament, qui a enlevé à Geneviève ce qu'elle avait décidé être à elle par droit de préséance. Ce message était un coup sur l'échiquier, et la question n'était pas de savoir si j'allais répondre. La question était quand, avec quel soin et avec quelle version de la réalité. J'ai terminé la présentation. Le client a approuvé l'étape. Renata a fermé le dossier avec l'expression de celle qui vient d'aider à traverser quelque chose de plus grand qu'une simple réunion de projet et qui me posera la question quand on sera seul. J'ai remercié le client. Je suis sortie de la pièce. Je suis arrivée dans le couloir. J'ai ouvert le téléphone. J'ai lu le message de Vera. Il faisait 2 lignes. Elle me demandait si j'allais bien. Elle disait qu'elle avait beaucoup pensé à moi et qu'elle aimerait qu'on discute. Sans ordre du jour, juste discuter. Je l'ai fermé, je l'ai rangé. Je suis descendue dans l'ascenseur avec Renata. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Elle n'a pas reposé la question. C'était la partenaire parfaite pour ce moment-là. Le message de Vera Berger est resté sans réponse jusqu'au lendemain matin. Pas par colère, par calcul. J'avais besoin de savoir ce qui se tramait avant d'entrer en contact avec tout membre de la famille Berger qui ne se trouvait pas de mon côté de la table en chaîne, parce qu'il n'y avait pas de conversation neutre en cette période, et que Vera, aussi bonne que soient ses intentions, était arrivée jusqu'à moi par un réseau qui passait par Geneviève et que je n'avais pas encore totalement cartographié.
C'était la partie que je n'avais pas calculée quand j'avais décidé d'aller à la réunion ce jour-là, que retourner au travail ne m'enlevait pas de l'autre équation, que les deux choses allaient se produire en parallèle, le projet, les délais, le client satisfait et sous tout ça l'écran du téléphone avec des noms que j'apprenais encore à lire comme les pièces d'un échiquier auquel je n'avais pas demandé à jouer. Je suis allée à la voiture, je me suis assise, je n'ai pas tout de suite démarré le moteur. Vera Berger, cousine de Londrina. Message de 2 lignes. 2 ans plus tard, je sais ce qu'était ce message. Je sais d'où venait le numéro, mais ce jour-là, je ne le savais pas encore. Et l'incertitude pesait plus lourd qu'aurait pesé la certitude de n'importe quoi, même de la chose la plus difficile. J'ai démarré la voiture, je suis retournée au bureau, j'ai travaillé jusqu'à 19 heures. Je suis rentrée chez moi à 19h40. J'ai mangé quelque chose debout dans la cuisine. Je ne me souviens pas de quoi. Et c'est cette nuit-là, pas la nuit, précédant la lecture du testament, pas le jour de la veillée funèbre, pas le moment où Geneviève s'est penchée à mon oreille dans ce salon qui sentait le chrysanthème et la cire. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé la taille réelle de ce que je portais, pas la douleur de la perte. Ça, je l'avais installé en moi dans les premières heures et j'avais appris à vivre avec, comme on apprend à vivre avec une altération permanente de l'architecture intérieure. On réorganise le reste autour. Ce n'était pas ça, c'était autre chose. C'était le poids d'exister à 2 endroits en même temps, sans que personne ne connaisse les deux. Au travail, j'étais l'architecte qui était revenu trop tôt, mais qui fonctionnait, qui avait présenté le projet, qui avait répondu aux questions avec clarté. Dans l'appartement, j'étais la femme qui n'avait pas encore décidé que faire des livres de Renaud sur l'étagère, parce que les déplacer impliquait une conversation avec l'appartement que je ne savais pas encore comment commencer. Et en dessous des deux, il y avait une troisième personne, celle qui surveillait l'écran du téléphone, qui comptait les jours avant de savoir comment Geneviève allait agir juridiquement, qui gardait chaque message non répondu avec la conscience qu'elle aurait besoin de tout cela à un moment qui n'était pas encore arrivé. 3 personnes, une seule enveloppe, nulle part où je puisse être seulement l'une des 3 sans que les 2 autres fassent du bruit. Je suis allée dans le salon. Je suis allée jusqu'au fauteuil près de la fenêtre, le fauteuil en cuir noir que j'avais choisi et que Renaud avait adopté comme coin lecture avec le naturel de celui qui reconnaît le bon objet sans avoir besoin de temps pour décider. Je m'y suis assise pour la première fois depuis sa mort. J'avais évité de le faire, consciemment ou inconsciemment. Je ne saurais dire lequel. Le cuir était froid. Ensuite, il est devenu chaud. Je suis restée là pendant un long moment à regarder la ville dehors, les lumières de Batel, la pluie qui avait repris, les voitures qui passaient avec la hâte de ceux qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Et j'ai laissé, pour la première fois depuis le samedi où Pierre avait appelé, ce qui était gardé à l'intérieur des cendres. Pas le genre de pleurs qu'on planifie, le genre qui arrive avant qu'on décide si on veut l'accueillir, le genre qui vient de l'endroit le plus intérieur, là où la décision froide, le plan et la posture droite ne peuvent pas entrer, parce que cet endroit n'a pas de porte. J'ai pleuré pendant un moment, pas parce que je perdais, pas parce que Geneviève allait gagner, ou parce que le testament était fragile, ou parce que la cousine de Londrina m'avait trouvé avant l'heure. J'ai pleuré parce que je gagnais, et que gagner signifiait quand même qu'il n'était plus là, que l'appartement était à moi d'une manière qui n'était pas celle que j'avais choisie quand j'avais décidé d'y vivre, que Renaud m'avait protégée avec 3 ans d'avance, et que cette protection, qui était réelle, qui importait et dont j'allais avoir besoin pour ce qui restait à venir, était arrivée par le mauvais chemin, le seul chemin encore disponible. C'est ce que personne ne vous dit sur ce genre de situation, que vous pouvez avoir raison et le coût reste énorme, que la protection peut être parfaite et faire quand même mal à un endroit que la protection n'atteint pas, que la victoire et le deuil habitent dans le même corps et que parfois, par une nuit de juillet sous la pluie à Batel, ils se rencontrent dans un fauteuil en cuir noir, et qu'on ne peut pas être les 3 personnes en même temps. Alors l'espace d'un instant, on n'est plus aucune d'entre elles. On est juste la personne qui a aimé cet homme pendant 11 ans et à qui il manque avec la précision spécifique de celle qui sait exactement ce qu'elle a perdu
Après un temps que je n'ai pas pu mesurer, je me suis levée. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage. Je suis retournée dans le salon. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai répondu à Vera Berger. Merci pour ton message. Je vais bien. Quand les choses se seront un peu tassées, je te recontacterai. Court, vrai, sans ouvrir quoi que ce soit que je n'étais pas encore prête à ouvrir. J'ai fermé le téléphone. J'ai regardé l'étagère avec les livres de Renaud. Ils sont restés à leur place. Ce n'était pas encore le moment. Je suis arrivée dans la salle du cabinet du docteur Étienne à 10 heures pile. Ma mère est arrivée quelques secondes plus tard. Nous nous sommes assises du côté gauche de la table en chêne. Un choix instinctif, sans discussion, le genre de positionnement que le corps adopte quand il ne sait pas encore ce qu'il va affronter, mais qu'il a déjà choisi de quel côté il veut être. Geneviève est arrivée à 10h07. Je m'y attendais, au retard de celle qui arrive en retard, pour faire comprendre que l'emploi du temps des autres n'est pas son paramètre. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'homme à ses côtés, la cinquantaine, serviette en cuir, costume sombre, l'expression de quelqu'un qui a été engagé à la hâte, mais essaie de ne pas le montrer. Dominique est entrée en dernier, sans me regarder. Geneviève s'est assise du côté opposé de la table, avec la prestance d'une reine arrivant à son propre couronnement, si sûre de savoir ce qui va se passer qu'elle ne prend même pas la peine de vérifier si le scénario est le bon. Le docteur Étienne a remarqué l'avocat. Il n'a rien dit, l'a enregistré du regard, a ouvert le dossier, il a expliqué le protocole d'une voix neutre, testament enregistré chez le notaire, témoin valide, document en pleine conformité légale. Puis il a ajouté, sans inflexion dramatique, que le document avait été mis à jour 3 ans avant la date du décès. J'ai vu quelque chose changer dans l'expression de Geneviève à cette seconde-là. Ce n'était pas énorme, c'était un clignement d'œil qui a duré une milliseconde de plus que la normale. La vitesse de quelqu'un qui reçoit une information qui n'était pas dans le calcul et qui a besoin de temps pour l'assimiler avant de retrouver son visage impassible. 3 ans. Renaud avait fait ça 3 ans plus tôt. Le docteur Étienne a commencé à lire. L'appartement d'Alto da Gloria me revenait intégralement. La clause d'incontestabilité par des héritiers de second rang était là, rédigée avec l'aide d'un spécialiste en droit des successions, valide pour les 5 premières années suivant le transfert. Renaud avait demandé cette clause spécifiquement. Il connaissait sa propre mère depuis 44 ans et avait construit la défense avant l'attaque parce qu'il savait, avec la clarté tranquille et triste de l'enfant unique qui a appris ce qu'il ne voulait pas apprendre, que l'attaque allait venir. J'ai écouté chaque mot. Je n'ai pas regardé Geneviève. J'ai regardé les mains du docteur Étienne qui tenait le dossier, le portefeuille d'investissement, la voiture, les parts de la société, paiement dans les 30 jours. Tout était nommé avec la précision de celui qui a passé des mois à penser à chaque détail, comme s'il concevait une structure qui doit supporter le bon poids, au bon moment, sans céder. Renaud était ingénieur, il connaissait la charge et la résistance. Et puis le docteur Étienne a tourné à la 4e page. Il a dit qu'il y avait une note personnelle, quelque chose d'inhabituel dans un testament formel qu'il avait remis en question à l'époque et que le testateur avait maintenu avec fermeté. Il a commencé à lire avec la même voix neutre que les pages précédentes. Et les mots qui sont sortis n'étaient pas ceux d'un document, c'étaient ceux d'une personne, ceux de Renaud. J'ai entendu son nom avec sa propre voix, pas littéralement, mais de la façon dont on entend la voix de quelqu'un qu'on a aimé quand les mots sont exactement ceux qu'il aurait choisis, que j'avais été la présence la plus constante et la plus honnête de sa vie pendant toutes ces 11 années, que je ne lui avais jamais demandé de choisir, que ce silence m'avait coûté plus que je ne lui avais dit, que le testament était entre autres choses la réponse qu'il n'avait pas su donner de son vivant avec la clarté que je méritais. Le docteur Étienne a fermé le dossier. J'ai eu besoin d'une seconde, juste une. Puis j'ai respiré, lentement, profondément, et je n'ai pas regardé Geneviève, car je savais que si je la regardais à cet instant, je déferais 11 années de retenue en une seule expression, et que ce n'était ni le lieu, ni le moment de laisser cela arriver.
Le silence qui s'est installé dans la pièce avait la qualité spécifique de l'air après la foudre. Dense, chargé, le genre de silence que l'on ressent plus qu'on ne l'entend. C'est Geneviève qui l'a brisé la première. Pas avec des mots, avec un mouvement, un léger hochement de tête en direction de l'avocat qu'elle avait amené, le genre de geste qui, entre deux personnes fonctionnant selon un accord, signifie maintenant. L'avocat a ouvert sa serviette, a ouvert la bouche. Le docteur Étienne a dit, avant même que la première syllabe ne sorte. La clause d'incontestabilité a été rédigée avec l'assistance d'un spécialiste en droit des successions. Maître peut vérifier l'enregistrement chez le notaire s'il le préfère. L'avocat a fermé la bouche. Geneviève est restée immobile, les mains sur les genoux. L'expression de quelqu'un qui est arrivé dans la pièce avec un argument préparé et qui a trouvé la porte fermée avec une clé qu'il ne connaissait pas. Ce n'était pas de la défaite sur son visage, c'était de la reconnaissance de celle qui comprend, à la seconde même où elle le comprend, que son fils a fait quelque chose avant de mourir qu'elle n'avait pas prévu et qu'il n'y a plus rien à y faire. Et c'est alors que Dominique s'est levé. Personne ne s'y attendait. Ni Geneviève, ni moi. Dominique s'est levé et est venu de mon côté de la table et a posé sa main sur mon épaule. Une seconde, ferme, sans hésiter. Elle est retournée à sa chaise sans dire un mot. Ce fut le geste le plus honnête de toute la scène, de la part d'une femme qui avait grandi dans l'ombre de Renaud, dans le récit de sa mère, et qui, à cet instant, devant une table en chêne et des dossiers reliés, avait choisi autre chose. Elle avait choisi de reconnaître. Geneviève n'a pas regardé sa fille quand celle-ci s'est rassise. Le docteur Étienne a demandé s'il y avait un doute sur le document. Personne n'a répondu. La réunion s'est terminée en silence. Le genre de silence qui n'est pas l'absence de son, c'est la présence de quelque chose qui n'a plus besoin d'être dit, parce que ça a déjà été dit de la seule manière qui comptait. Un mardi après-midi d'il y a 3 ans, chez un notaire à Bigorillo pendant qu'il pleuvait dehors, avec la certitude tranquille d'un homme qui aimait sa femme avec la même constance qu'elle l'avait aimée et qui savait, avec 3 ans d'avance, que l'amour a parfois besoin de structure pour survivre à ce qui n'a pas été dit quand il était encore temps. Je me suis levée, j'ai pris mon dossier. Ma mère est restée à mes côtés. Nous avons traversé la pièce ensemble. Geneviève ne m'a pas regardée quand nous sommes passés. Je suis sortie par la même porte par laquelle j'étais entrée à 10 heures pile. Dehors, la pluie fine de juillet s'était arrêtée. La rue était humide et calme. Je suis montée dans la voiture. Je suis restée là un moment, le dossier sur les genoux et le moteur éteint. Ma mère s'est assise sur le siège passager. Elle n'a rien dit. J'ai allumé le moteur. Et c'est seulement en tournant au coin de la rue, laissant Bigorillo derrière moi dans le rétroviseur, que j'ai réalisé que j'avais la mâchoire contractée depuis 10 heures du matin, sans m'en rendre compte. J'ai relâché. J'ai respiré. Renaud était arrivé avant elle. C'était il y a 2 semaines. Je suis assise maintenant dans le même fauteuil en cuir noir où j'ai pleuré cette nuit de juillet. L'appartement est calme. Les livres de Renaud sont toujours sur l'étagère. Je n'y ai pas encore touché. Je ne sais pas encore quand je vais y toucher. Le verre de vin est sur la table basse avec 2 doigts de liquide que je n'ai pas bu. Et le téléphone est dans ma main droite avec un message ouvert qui est arrivé il y a 43 minutes que j'ai lu 3 fois et auquel je n'ai toujours pas répondu. C'est de Dominique, pas de Geneviève, pas de l'avocat qu'elle avait engagé et qui est sorti de cette pièce sans avoir pu ouvrir la bouche. C'est de Dominique, la femme qui avait grandi dans l'ombre de Renaud, dans le récit de sa mère, qui avait posé sa main sur mon épaule, à la table en chêne, avec un geste que personne n'attendait, qui était retournée à sa chaise, sans un mot et sans rien demander en retour. Son message fait 5 lignes. Il dit que Geneviève est en malade, que ce n'est pas grave, mais que c'est réel, que sa mère ne demandera pas, elle ne demandera jamais. Ce n'est pas dans sa nature de demander, mais qu'elle, Dominique, le demande, qu'il y a une conversation qui doit avoir lieu, qu'elle croit que Renaud aurait voulu que cela se produise, que ce n'est pas à propos de l'appartement, ni du testament, ni de quoi que ce soit qui puisse être résolu chez le notaire. La dernière ligne dit « Tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui ». Je regarde cette dernière ligne depuis 43 minutes.
Il y a une partie de moi qui sait ce que Renaud aurait fait. Il a toujours su contenir les deux choses en même temps, l'amour pour moi et la dette envers elle, avec une précision dont je n'avais jamais complètement compris le prix jusqu'à ce qu'il ne soit plus là pour le payer. Maintenant, l'addition est sur la table et les deux côtés coexistent en moi. Et je ne sais pas